Grave tremblement de terre au Venezuela et en Colombie. Est-ce qu'on est en train de vivre une épidémie de tremblements de terre? Rien que cette année, on a déjà eu au moins 10 gros séismes au Japon, en Malaisie, aux Philippines, au Mexique, en Indonésie, au Tonga. Certains d'entre eux ont été vraiment graves, comme celui du Venezuela, qui a fait s'effondrer plein d'immeubles et causé de nombreuses victimes. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a des tremblements de terre, comment ils se forment, si on peut les prévoir, et plus encore. Est-il vrai qu'il n'y a pas de tremblement de terre au Brésil? Il se produit des milliers de tremblements de terre chaque année. Pour vous donner une idée, rien qu'en 2026, il y en a déjà presque 10 000. La plupart d'entre eux passent inaperçus, d'accord? Parce que ce sont des secousses tellement faibles qu'on ne les ressent même pas. Ce mot, tremblement de terre, vient du latin, n'est-ce pas? Terra désigne la terre et moto le mouvement. Donc, tremblement de terre, c'est le mouvement de la terre, tout comme un séisme sous-marin désigne un mouvement similaire en mer. Mais en science, le terme exact est séisme, ou comme vous l'entendrez aussi, secousse sismique. Mais d'où viennent les tremblements de terre? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec ce que nous faisons à la planète? En regardant notre planète sphérique, comme ça, de loin, cette petite merveille, on peut avoir l'impression que c'est pratiquement une bille, n'est-ce pas? Une boule de pierre très dure, un peu comme une boule parfaite en parpaing de Manuel do Mundo, n'est-ce pas? Un rocher incassable. Mais en fait, non. La planète Terre, c'est plutôt... un brigadero. Là, au centre même, on va avoir quelque chose de dur, une petite boule de fer et de nickel, mais autour, c'est déjà quelque chose de plus pâteux, un peu comme du dulce de leche, du dentifrice. La partie où nous vivons, qui est plus rigide, c'est juste une petite croûte autour, une croûte très fine. L'équivalent de la coquille d'un œuf, vraiment. C'est ce qu'on appelle la croûte. Et le plus important pour nous aujourd'hui pour comprendre le tremblement de terre, c'est que la croûte, ce n'est pas une coquille lisse partout, comme si c'était un œuf parfait. C'est plutôt comme la coquille d'un œuf que je sais que tu as fait tomber et qui n'est pas encore cassée. Tu sais, quand la coquille est toute fissurée, chaque petit morceau de cette coquille, on l'appelle une plaque tectonique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis venu avec cette carte un peu différente, avec ce planisphère coloré, qui ne montre pas exactement le dessin des continents, parce que celui-ci est la carte des plaques tectoniques. Et le plus important, c'est que ces plaques, elles ne sont pas immobiles, tranquilles, non. Notre planète bouge, par exemple à l'intérieur, et les plaques bougent aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que si tu regardes la carte, tu vas remarquer que la côte du Brésil, cette région nord-est ici du Brésil, elle s'emboîte parfaitement ici, dans le creux, dans ce petit coin de l'Afrique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est parce que le Brésil était déjà collé ici à l'Afrique il y a des millions et des millions d'années, et ils se sont séparés parce que ces plaques sont en mouvement. Si ces plaques bougent, tu dois t'imaginer que quand il y a une séparation entre une plaque et une autre, il se passe quelque chose là, non? Elles se heurtent, elles se frottent, elles montent l'une sur l'autre, elles glissent. Un exemple très proche de nous, d'accord? Ici, c'est la plaque sud-américaine, et juste à côté, c'est la plaque de Nazca. Cette plaque de Nazca est dans l'océan Pacifique, et la plaque sud-américaine est en Amérique du Sud. La plaque de Nazca, elle passe sous la plaque sud-américaine. Donc elle passe en dessous de l'autre. Et tu sais ce qu'on a exactement ici? On a la cordillère des Andes. Là où l'une rencontre l'autre, cela forme une montagne. Ce mouvement est très lent, d'accord? Tu ne vas pas rester là dans la cordillère des Andes et voir la montagne s'élever, et une plaque passer sous l'autre. Non. Tout cela se passe à l'échelle géologique. C'est une question de centimètres, parfois de millimètres par an. Mais il existe plusieurs façons différentes pour ces plaques d'interagir. Par exemple, ici, à la frontière entre la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne, d'accord? Eurasie, le nom le dit déjà, non? L'Europe et l'Asie sont pratiquement toutes les deux sur une seule et même plaque ici. Les deux plaques sont en train de s'éloigner, et au moment où un espace s'ouvre entre les deux plaques, le magma commence à apparaître en dessous, n'est-ce pas? Cette partie qui se trouve sous les plaques, et il va former une région, il va combler cet espace. Donc, à cet endroit, qui se trouve à peu près dans la région de l'Islande, sur le globe, qui serait ici, regarde, on va avoir la formation d'une chaîne de montagnes sous la mer, qu'on appelle la dorsale atlantique. Mais si les plaques sont en train de se frotter, de bouger, pourquoi devrait-on avoir des tremblements de terre tout le temps? Parce que ce mouvement libère soudainement de l'énergie. Je vais donner un exemple ici, une expérience que j'ai vu Big Man faire quand j'étais enfant, d'accord? Ici, on a deux plaques et elles vont glisser. Le mouvement qu'elles font est un glissement latéral ici, d'accord? Mais ce glissement n'est pas si simple que ça, parce que les plaques, elles sont un peu collées l'une à l'autre.
Alors mettons un immeuble ici, au-dessus d'une plaque, pour qu'on voit ce qui arrive à l'immeuble, et laissons ces plaques glisser très peu, bien collées, comme dans la réalité, n'est-ce pas? Il y a de la terre dessus, il y a des montagnes, il y a des arbres. Le mouvement interne de la planète, donc, fait que ces plaques veulent se séparer, qu'elles veulent se séparer, qu'elles veulent se séparer. Elles commencent à se tordre, à se modifier, à vouloir se séparer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, cette énergie soit libérée et qu'on ait un tremblement de terre. L'expérience est simple. Mais quand je l'ai vu chez Bigman, si je pouvais remonter le temps, j'essaierais de liker sa vidéo. Il n'y avait pas de like ici, non? Je n'avais aucune idée que cela aurait ce genre d'effet. Avec cet exemple, tu as dû comprendre que les tremblements de terre sont beaucoup plus fréquents là où les plaques se rencontrent. Alors, si on regarde ici sur cette carte du monde des plaques, est-ce que les tremblements de terre se produisent vraiment à la rencontre, à la frontière entre les plaques? Les pays qui ont le plus de tremblements de terre sont le Japon, la Chine, les Philippines, l'Indonésie et le Chili. Et oui, ces pays se trouvent exactement à la jonction des plaques. Des plaques qui se trouvent dans cette région ici. La plaque du Pacifique, la plaque de Nazca, la plaque des Philippines. D'ailleurs, il y a une région ici de volcans et de tremblements de terre qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, qui sont les endroits situés sur les bords et qui vont avoir énormément de problèmes avec ces phénomènes naturels. La quantité d'énergie qu'un tremblement de terre peut libérer, on la mesure avec quelque chose qu'on appelle la Je l'écris mal. Magnitude. Cette mesure est un peu compliquée, parce qu'elle prend en compte à la fois l'intensité des secousses et l'énergie libérée. Mais on peut savoir que les tremblements de terre autour de 6, 7 ou 8 sont des tremblements de terre plus sérieux. Le tremblement de terre en Colombie était de 7,4 et celui au Venezuela était entre 7,2 et 7,5. Pratiquement la même chose qu'en Colombie. L'échelle de magnitude a un aspect intéressant. Le 5 n'est pas juste un peu plus grand que le 4, il est 10 fois plus grand que le 4. Donc, le 6 est 10 fois plus grand que le 5, le 7 est 10 fois plus grand que le 6, et ainsi de suite. Donc, si on compare un tremblement de terre de magnitude 8 avec un tremblement de terre de magnitude 4, il n'est pas 2 fois plus fort. Il est des milliers, voire 1 million de fois plus fort. 10, 100, 1000, 10 000 fois plus fort. Le plus grand tremblement de terre que nous avons pu mesurer, cela ne veut pas dire que c'était le plus grand tremblement de terre du monde, parce qu'il a pu y avoir des séismes plus puissants à une époque où nous n'étions pas capables de les mesurer. Mais celui-là, que nous avons pu mesurer, s'est produit dans le sud du Chili en 1960, et sa magnitude était de 9,5. Une chose importante à retenir, c'est que plus la magnitude est élevée, cela ne veut pas dire que plus de gens vont mourir, d'accord ? Cela dépend de la profondeur du séisme. S'il est très profond, il touche moins de monde. Cela dépend aussi s'il se produit dans un endroit très peuplé ou non, s'il peut provoquer un tsunami et si les bâtiments de la région sont préparés au tremblement de terre. Il y a un phénomène qui peut arriver avec les bâtiments qu'on appelle la résonance, c'est lorsque le sol vibre exactement de la même manière que le bâtiment vibrerait, et cela peut complètement détruire la construction. Regarde, on a fabriqué ici, avec l'imprimante 3D, un simulateur de bâtiment, d'accord? Ce sont 3 bâtiments différents, non? 3 objets différents qui tremblent de manière différente. Regarde comme c'est intéressant. Je vais mettre notre nouveau livre ici derrière, juste pour donner du contraste, juste pour que vous puissiez bien voir et déjà avoir un avant-goût de ce qu'il y a dans notre livre. Je n'ai même pas encore fait de vidéo à son sujet, mais ne t'inquiète pas, ça viendra. Si je fais trembler doucement, seul le premier bâtiment bouge. Regarde comme c'est fou. Les 2 autres ne bougent pratiquement pas. Si je fais trembler un peu plus vite, regarde. C'est le dernier qui va trembler. Et si je secoue encore plus vite, je peux faire bouger seulement celui du milieu. Parce que c'est comme un enfant sur une balançoire. Tu dois pousser la personne sur la balançoire exactement au moment où la balançoire arrive vers toi. Si tu pousses au mauvais moment, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. C'est ça, entrer en résonance. C'est comme si l'immeuble se balançait et que le tremblement de terre poussait à nouveau. L'immeuble se balance, le tremblement de terre pousse encore, et alors, l'effet sur la structure sera beaucoup plus important. La solution en ingénierie pour ça, c'est de construire des immeubles qui ne seront pas extrêmement rigides, d'accord ? Ils peuvent bouger pendant un tremblement de terre, mais ils sont déjà conçus pour absorber ce mouvement, pour gérer ce mouvement de façon intelligente. Il y a des immeubles ultra modernes qui ont même un énorme pendule à l'intérieur pour pouvoir contrôler le mouvement du bâtiment pendant le tremblement de terre. Et là, on remarque une énorme différence avec le Chili, le Japon, qui sont des pays qui se préparent beaucoup au tremblement de terre, qui construisent des bâtiments mieux conçus, par rapport à quand un tremblement de terre se produit dans un pays plus pauvre, comme ce fut le cas du tremblement de terre en Haïti, terrible, ou maintenant avec le tremblement de terre qu'on a eu au Venezuela, qui est aussi un pays très pauvre.
Les bâtiments n'ont pas été construits en pensant au tremblement de terre, les gens ne sont pas préparés à porter secours, il n'y a pas d'alarme, pas assez d'avertissement dans la ville quand un tremblement de terre se produit pour que tout le monde puisse sortir. Pas de lieu prévu où tout le monde doit se rassembler à ce moment-là. Mais ces tremblements de terre qui ont eu lieu récemment en Colombie et au Venezuela, sont-ils liés l'un à l'autre? Est-ce le même mouvement de plaques qui a causé le tremblement de terre? Non, c'est une coïncidence. Le tremblement de terre en Colombie s'est produit à cause de ce mouvement dont nous avons parlé, celui de la plaque de Nazca qui passe sous la plaque sud-américaine. Et au Venezuela, c'est le frottement entre la plaque sud-américaine et cette petite plaque caraïbe ici. Il n'y a aucun lien entre les deux événements. Cette série de tremblements de terre nous donne l'impression qu'il se passe quelque chose d'anormal. Que l'être humain fait quelque chose de mal, que la planète ne va pas bien et qu'il va y avoir une épidémie de tremblements de terre. Ce n'est pas ce que disent les données, d'accord ? De nos jours, on enregistre effectivement plus de tremblements de terre, mais c'est parce qu'on dispose d'équipements avancés qui permettent de détecter les tremblements de terre plus facilement. L'appareil qui mesure les tremblements de terre, c'est le sismographe. D'ailleurs, on en a déjà construit un ici, sur Manual do Mundo, avec du PVC pour mesurer le balancement d'un pont. En gros, il détecte les secousses et enregistre les mouvements, un peu comme un appareil qui affiche la fréquence cardiaque. Avec la technologie, ils sont devenus de plus en plus sensibles. Il y a 200 ans, si un tremblement de terre se produisait au milieu de la mer, au cœur de l'Amazonie, dans le désert du Sahara, en Antarctique, personne ne s'en rendrait compte. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus accès aux informations. Donc, s'il y a un tremblement de terre au Japon, même si ce n'est pas un séisme très fort, mais quelqu'un filme, je ne sais pas, au milieu d'une opération, les instruments commencent à sauter sur le plateau du chirurgien et ça devient viral. Donc, on finit par entendre parler de tremblements de terre auxquels on n'aurait même pas prêté attention. Donc à ce sujet, il ne se passe rien de très différent de ce qu'on a toujours vu arriver. De temps en temps, il y a un tremblement de terre plus fort, plus grave par-ci par-là. Mais cela fait partie de l'histoire de l'humanité. Mais il y a autre chose, n'est-ce pas? Ces jours-ci, Mélissa, ma fille cadette qui a 7 ans, est venue me dire qu'elle avait peur du réchauffement climatique parce qu'il y avait beaucoup de tremblements de terre. Le réchauffement de la planète, oui, c'est quelque chose auquel l'être humain contribue, mais cela n'a aucun rapport avec les tremblements de terre. Ces mouvements qui se produisent à l'intérieur de notre planète, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les tsunamis, qui sont une conséquence des tremblements de terre, n'ont aucun rapport avec le réchauffement climatique. L'être humain ne peut pas faire grand-chose à ce sujet. Donc ce n'est pas l'être humain qui est en train de détruire la planète et de provoquer des tremblements de terre. Et de la même manière, ce sont des choses que nous n'arrivons pas à prévoir très précisément. On sait où cela a tendance à se produire le plus, par exemple, on sait que le Japon est un pays où il y a beaucoup de tremblements de terre, le Chili a beaucoup de tremblements de terre, mais on ne peut pas savoir quand cela va se produire, tout comme une éruption volcanique. Tu sais que le volcan est là, qu'il est actif, mais le jour où il va entrer en éruption, personne ne le sait. C'est un peu différent avec le tsunami, parce qu'aujourd'hui, comme on a une communication tellement bonne et des instruments tellement performants pour détecter les tremblements de terre, si un séisme se produit au milieu de l'océan Pacifique, là où personne n'habite, on peut mesurer et prévenir les pays qui vont être touchés. Prévenir le Japon, prévenir le Chili, pour leur dire « c'est arrivé ». Le tremblement de terre présente un risque de tsunami, mais cette vague, qui va être formée par le séisme, elle ne se déplace pas si vite. Parfois, il faut des heures et des heures avant que le tsunami n'arrive, ce qui laisse le temps aux gens de quitter la zone côtière, pour qu'au moment où le tsunami arrive, tout soit déjà mieux préparé, il y aura beaucoup moins de problèmes, n'est-ce pas? Ça détruit les choses et tout, mais les gens peuvent survivre. D'accord, mais et au Brésil, qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Au Brésil, il n'y a pas de tremblement de terre, ça n'arrive jamais, c'est jamais arrivé, je n'ai jamais vu. Eh bien le Brésil a eu un peu de chance dans cette histoire. Notre pays tout entier se trouve au milieu de la plaque sud-américaine. Non seulement on est sur une seule plaque, mais en plus on est assez loin des frontières de plaque. Donc le Brésil est un pays où il y a très peu de tremblements de terre, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Au cours des 10 dernières années, on a enregistré au Brésil 2000 tremblements de terre, ou 2000 secousses sismiques, mais ce sont des secousses qu'on a à peine ressenties. Il est très rare qu'un tremblement de terre au Brésil soit perceptible par la population. En faisant des recherches ici, on a découvert que les 2 plus grands tremblements de terre qui ont eu lieu au Brésil étaient au Mato Grosso en 1955 et en Acre en 2022, il y a déjà 4 ans. Mais c'était dans des endroits où très peu de gens vivent et ça n'a pratiquement rien détruit, ça n'a tué personne, tout va bien. Et peut-être que tu te demandes, mais pourquoi ça tremble au Brésil, hein? Si le pays est entièrement sur la plaque sud-américaine, il n'est pas à la frontière. Parce que cette plaque n'est pas non plus un bloc d'acier où il ne se passe rien. Elle a aussi ses petites failles, elle bouge, parfois on ressent un tremblement de terre qui s'est produit ailleurs, ça tremble ici aussi. Donc ce petit mouvement des roches et tout ça, ça peut arriver un peu à l'intérieur même de la plaque. Et c'est ce qui va se passer au Brésil.
Pour toi qui es arrivé jusqu'ici et qui aime l'histoire, la géographie, la géologie, on a des livres du Manual do Mundo qui sont vraiment sympas. Donc, juste pour te rappeler, le grand livre d'histoire fait partie de cette merveilleuse collection de grands livres qu'on a. L'Atlas, pour ceux qui aiment la géographie, est sorti il n'y a pas longtemps. Et la géologie, on va en avoir dans le premier volume de l'Encyclopædia Britannica Praecuriosos, qui explique ici comment ça fonctionne à l'intérieur de notre planète. Il y a même une partie ici uniquement sur les tremblements de terre et les tsunamis. Regarde comme c'est chouette. Plaques tectoniques, volcans, tremblements de terre et tsunamis, formation des montagnes, roches et minéraux. Je pourrais faire cette vidéo uniquement à partir de ce livre ici. Le lien de tous ces livres est juste en bas, d'accord ? On fait ces vidéos pour mieux comprendre les phénomènes de la planète Terre. Et la dernière vidéo très sympa qu'on a enregistrée parle de El Niño. Un El Niño très fort arrive, il l'appelle le Super El Niño. Mais au final, c'est quoi El Niño ? D'où ça vient ? Pourquoi ce nom ? On explique tout dans cette vidéo ici.